Hey, welcome, bienvenue encore chers Jambistes, amis Jambistes. Nous sommes dans une nouvelle vidéo pour parler de la rédaction de la documentation dans le cadre de l'introduction au génie logiciel. En fait, dans tout logiciel que nous construisons, dans tout logiciel que nous réalisons, que ce soit en monodéveloppeur ou alors avec plusieurs autres développeurs, nous serons toujours appelés à construire, à écrire en fait une documentation. Nous allons voir aujourd'hui en quoi consiste l'écriture de la documentation, quels sont les types de documentation et quelles sont quelques règles et conseils à respecter pendant l'écriture de la documentation. Donc nous sommes toujours avec notre cher support de cours que j'ai ramassé sur internet. J'ai quand même retenu le nom de l'auteur, c'est Besquet si je ne me trompe. Voilà, B Besquet, voilà. C'était sur le site de développer.com. Donc, la documentation, l'objectif de ce chapitre est de découvrir les différents aspects associés à la documentation. Donc, nous avons déjà mentionné à plusieurs reprises qu'un logiciel a une durée de vie de plusieurs années et subit de nombreuses évolutions au cours de cette période. En entreprise, seule une petite minorité de logiciels sont conçus par un seul développeur. La grande majorité des projets sont réalisés ou maintenus par une équipe de plusieurs développeurs travaillant sur la même base de code source. Il est fréquent que les effectifs changent et que des développeurs soient amenés à travailler sur un logiciel sans avoir participé à sa création. L'intégration de ces nouveaux développeurs doit être aussi rapide et efficace que possible. Cependant, il est malaisé, voire parfois très difficile, de se familiariser avec un logiciel par la seule lecture de son code source. En complément, un ou plusieurs documents doivent accompagner le logiciel. On peut classer cette documentation en deux catégories. Il y a la documentation technique et la documentation utilisateur. Donc là, on comprend déjà pourquoi c'est important de rédiger la documentation de son projet logiciel. Donc la documentation technique, quel est son rôle? Le rôle de la documentation technique est comment. Voilà. Il ne s'agit pas ici de dire pourquoi le logiciel existe, ni de décrire ses fonctionnalités attendues. Ces informations figurent dans d'autres documents comme le cahier des charges. Et ça me rappelle à peu près ce que le ministère attend que nous puissions faire parler de la rédaction des cahiers de charges. Donc la documentation technique ne dit pas comment le logiciel fonctionne. Non. Il ne s'agit pas non plus d'expliquer à un utilisateur du logiciel ce qu'il doit faire pour effectuer telle ou telle tâche. C'est le rôle de la documentation d'utilisateur. La documentation technique doit expliquer comment fonctionne le logiciel et non pourquoi le logiciel existe et quelles sont ses fonctionnalités. Donc on comprend bien. La documentation technique est comment, ça le mot-clé. Public visé. Quel est le public visé par la documentation technique? La documentation technique est écrite par des informaticiens pour des informaticiens. Elle nécessite des compétences techniques pour être comprises. Le public visé est celui des personnes qui interviennent sur le logiciel au point de vue technique. Ça peut être des développeurs, des intégrateurs, des responsables techniques, des éventuels chefs de projet, ainsi de suite. Dans le cadre d'une relation maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre pour réaliser un logiciel, la responsabilité de la documentation technique est à la charge de la maîtrise d'œuvre. On parle de M-O-E, voilà. M-O-E. Bien sûr, le ou les documents associés sont aussi à la MOA, en fin de projet, la maîtrise d'ouvrage. En fait, pour comprendre ça, c'est la maîtrise d'œuvre. J'ai appris que la maîtrise d'œuvre, en fait, c'est le propriétaire du logiciel, c'est-à-dire que c'est le commanditaire. C'est lui qui paye, c'est lui qui a le cash pour payer pour le logiciel. Et la maîtrise d'œuvre est consacrée. En fait, ce sont les développeurs, les charbonneurs, ceux qui vont travailler sur le code source, analyser, développer, construire et tout. Donc, c'est ça pour comprendre à peu près maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre. Et quant au contenu, le contenu de la documentation technique varie fortement en fonction de la structure et de la complexité du logiciel associé.
Néanmoins, nous allons décrire les aspects que l'on y trouve le plus souvent. Donc, les paragraphes ci-dessous ne constituent pas un plan type de documentation technique. Donc, dans la documentation technique, déjà, comme contenu, on a la modélisation. La documentation technique inclut les informations liées au domaine du logiciel. Elle précise comment les éléments métiers ont été modélisés informatiquement au sein du logiciel. Si le logiciel a fait l'objet d'une modélisation de type entité-association, la documentation technique présente le modèle conceptuel résultant. Donc, voilà, par exemple, un modèle conceptuel résultant avec les entités et les associations. Je crois que c'est dans le cours d'introduction au système d'information. Donc, si le logiciel a fait l'objet d'une modélisation orientée objet, la documentation technique inclut une représentation des principales classes, souvent les classes métiers, sous la forme d'un diagramme de classes respectant la norme UML. Donc, voilà à peu près un diagramme de classes qu'on pourra retrouver comme contenu dans une documentation technique pour expliquer à peu près le schéma, le diagramme de classe de l'application. Si le logiciel utilise une base de données, la documentation technique doit présenter le modèle d'organisation des données, c'est la MOD, le plus souvent sous la forme d'un modèle logique sous forme algébrique. Donc, même aussi, s'il y a, voilà, comme on voit, s'il y a une base de données, donc il va présenter un truc comme ça avec les différentes, je crois que ce sont les tables, n'est-ce pas? Voilà, les tables que la base pourra avoir, ainsi que les éléments de ces différentes tables-là. Ok, dans la documentation technique, on peut aussi retrouver l'architecture. La phase d'architecture d'un logiciel permet, en partant des besoins exprimés par le cahier des charges, de réaliser les grands choix qui structureront le développement, que ce soit technologique, langage, patron utilisé, découpage en sous-parties, outils, ainsi de suite. La documentation technique doit décrire tous ces choix de conception. L'ajout de schémas est conseillé, par exemple, pour illustrer une organisation logique multicouche. Voilà. Nous avons vu que l'architecture précède la conception. Donc, il y a d'abord un plan d'architecture qu'on fait avant maintenant de passer à la conception et enfin à la réalisation. Donc, dans la documentation technique, le maître, en fait, la maîtrise d'œuvre doit également inclure en fait le plan architectural, si on peut dire comme ça, architectural de notre logiciel. Si c'est une architecture client-serveur ou alors une autre architecture. Comme par exemple ici, on a, comme dans ce schéma, si on a par exemple l'architecture, le client, couche de présentation, couche de service, objet métier, couche d'accès de données et base de données. Donc, l'implémentation physique des différents composants, appelés parfois tierces, sur une ou plusieurs machines, doit également être documentée. Donc, s'il faut, par exemple, des logiciels ou alors un environnement précis pour l'exécution du logiciel, on doit également préciser. Comme ici, on voit bien qu'il faut un serveur HTTP Apache, il faut une base de données Oracle 11G, et à l'intérieur même, il faut certains moteurs, voilà. Et même au niveau du serveur HTTP, il faut, car comme dans cet exemple d'implémentation physique, il faut le plugin, voilà, le plugin mode PLSQL, il faut même un navigateur web. Donc, tout cela entre dans l'architecture, l'architecture qui fait partie des éléments qui doivent être notés, mentionnés dans la documentation technique. Comme autre élément encore dans la documentation technique, il faut parler de la production du code source. Afin d'augmenter la qualité du code source produit, de nombreux logiciels adoptent des normes ou des standards de production du code source, des conventions de nommage, des formatages du code, etc. Certains peuvent être internes et spécifiques au logiciel, d'autres sont des reprises de normes existantes, par exemple la norme PSRX pour le PHP. Afin que les nouveaux développeurs les connaissent et les respectent, ces normes et standards doivent être présentés dans la documentation technique.
parce que justement, quand on livre un projet logiciel, on livre aussi le code source. Et ce code source-là, il doit être commenté, il doit être documenté, il doit être, voilà. Et dans la documentation, il faut également préciser s'il y a une norme qui a été utilisée, une norme particulière, on doit également préciser cela. Autre élément encore, la génération. Le processus de génération build permet de passer les fichiers sources du logiciel aux éléments exécutables. Il est inclut souvent une phase de compilation du code source. Si c'est le cas, c'est également bien de préciser dans la phase de génération. Sa complexité est liée à celle du logiciel. Dans les cas simples, toute la génération est effectuée de manière transparente par l'IDE utilisée. Dans d'autres, elle se fait en plusieurs étapes et doit donc être documentée. Et il y a une question qui me taraude plutôt. Comment est-ce qu'on fait pour compiler le code source d'un système d'exploitation? Intéressante question. Alors, dans la documentation de ce système d'exploitation, ce code, en fait, c'est précisé. C'est clairement précisé que voilà comment on fait pour compiler, pour générer en fait l'exécutable de cette application. On voit également un autre aspect, le déploiement. Le déploiement, la documentation technique doit également indiquer comment s'effectue le déploiement du logiciel, c'est-à-dire l'installation de ces différentes composantes sur la ou les machines nécessaires. Là encore, cette étape peut être plus ou moins complexe et nécessiter plus ou moins de documentation. Donc, c'est aussi important, si nous livrons le logiciel à un commanditaire, il est bien nécessaire d'expliquer comment se fera le déploiement de ce logiciel, quels sont les outils qu'il faudra, comment doit être l'architecture sur laquelle on doit déployer, quel est le matériel, par exemple, requis pour ce déploiement, quel est l'environnement que le déploiement nécessite, ça doit être indiqué dans la documentation technique. Et la documentation du code source. Il est également possible de documenter un logiciel directement depuis son code source en y ajoutant des commentaires. Voir plus haut. Certains langages disposent d'un format spécial de commentaires permettant de créer une documentation autogérée. Le langage Java a le premier produit une technique de documentation du code source basée sur l'ajout des commentaires utilisant un format spécial. En exécutant un outil du JDK appelé JavaDoc, on obtient une documentation du code source au format HTML. Donc, voici un exemple de méthode Java documentée au format JavaDoc. Donc, voilà par exemple la méthode et tout ce qu'on voit là entre les guillemets, je dis bien ici. Donc, tout ce qu'on voit là correspond en fait à la documentation, voilà. Et ça a été documenté au format JavaDoc. Maintenant, en exécutant, comme on a dit ici là, en exécutant l'outil JavaDoc, on obtient une documentation du code source. C'est une documentation auto-générée. Voilà. L'avantage de cette approche est qu'elle facilite la documentation du code par les développeurs au fur et à mesure de son écriture. Depuis, de nombreux langages ont repris l'idée. Donc, voici un exemple de documentation d'une classe C# qui utilise une syntaxe légèrement différente. Donc, voilà une syntaxe qui présente, voilà, je pense que les summaries là, les slash sont les commentaires et certainement on pourra générer automatiquement une documentation du code source parce qu'il faut bien distinguer qu'il y a la documentation du code source et la documentation technique. Donc, la documentation du code source entre dans la documentation technique. Donc, c'est très important de noter cela. Et justement, ici, la question que il faut comprendre en fait que la documentation du code source s'obtient parfois grâce à des outils qui permettent de récupérer les commentaires à l'intérieur du code source et de constituer un document, simplement. Ok. Parlons à présent de la documentation utilisateur, qui est la documentation, bien sûr, destinée aux différents utilisateurs. Il faut bien qu'on comprenne quel est le rôle de la documentation utilisateur, différent de la documentation technique. Le rôle, contrairement à la documentation technique, la documentation d'utilisation ne vise pas à faire comprendre comment le logiciel a été conçu. Son objectif est d'apprendre à l'utilisateur à se servir du logiciel. La documentation d'utilisation doit être utile, une information exacte mais utile
ne fait que renforcer le sentiment d'inutilité et gêne la recherche de l'information pertinente. Elle doit être agréable. Sa forme doit favoriser la clarté et mettre en avant les préoccupations de l'utilisateur et non pas les caractéristiques techniques du logiciel. Et maintenant, quel est le public visé? Le public visé par la documentation d'utilisateur, c'est bien sûr les utilisateurs du logiciel. Selon le contexte d'utilisation, les utilisateurs du logiciel à documenter peuvent avoir des connaissances en informatique, par exemple, le cas d'un DE ou d'une étude SNM. Cependant, on supposera le plus souvent que le public visé n'est pas un public d'informaticiens. Conséquence essentielle, toute information trop technique est à bannir de la documentation d'utilisation. Pas question d'aborder l'architecture MVC ou les design patterns employés. Ces éléments ont leur place dans la documentation technique. D'une manière générale, il faut s'adapter aux connaissances du public visé constitue la principale difficulté de la rédaction de la documentation d'utilisateur. Donc, maintenant, les formes possibles. Une documentation d'utilisateur peut se présenter sous la forme d'un manuel, voilà, un manuel d'utilisateur. La forme la plus classique de la documentation d'utilisation consiste à rédiger un manuel d'utilisateur, le plus souvent sous la forme d'un document bureautique. Le document est structuré et permet aux utilisateurs de retrouver les informations qu'ils recherchent. Ils intègrent très souvent des captures d'écran afin d'illustrer le propos. Un manuel utilisateur peut être organisé de deux façons. En guide d'utilisation, ce mode d'organisation décompose la documentation en grandes fonctionnalités décrites pas à pas dans l'ordre de leur utilisation. Exemple, pour un logiciel de finances personnelles, il faut par exemple qu'on voie comment faire la création d'un compte, l'ajout d'écriture, le pointage. Et cette organisation plaît souvent aux utilisateurs car elle leur permet d'accéder facilement aux informations essentielles. En revanche, s'informer sur une fonctionnalité avancée ou un détail complexe peut s'avérer très difficile. Parlons maintenant du manuel de référence. Dans ce mode d'organisation, on décrit une par une chaque fonctionnalité du logiciel sans se préoccuper de leur ordre ou de leur fréquence d'utilisation. Par exemple, on décrit l'un après l'autre chacun des boutons d'une barre de boutons alors que certains sont plus importants que d'autres. Cette organisation suit la logique du créateur du logiciel plutôt que celle de son utilisateur. Elle est en général moins appréciée de ces derniers. La documentation d'utilisation peut se présenter aussi sous forme de tutoriel. Oui, un tutoriel en fait est une documentation d'utilisation. De plus en plus souvent, la documentation d'utilisation inclut un ou plusieurs tutoriels destinés à faciliter la prise en main initiale du logiciel. Un tutoriel est un guide pédagogique constitué d'instructions détaillées pas à pas en vue d'objectifs simples. Le tutoriel a l'avantage de prendre l'utilisateur par la main afin de l'aider à réaliser ses premiers pas avec le logiciel qu'il découvre, sans l'obliger à parcourir un manuel utilisateur plus ou moins volumineux. Il peut prendre la forme d'un document test ou bien d'une vidéo ou d'un exercice interactif. Cependant, il est illusoire de vouloir documenter l'intégralité d'un logiciel en accumulant les tutoriels. La conséquence de ce qui vient d'être dit, c'est qu'un logiciel en réalité doit être intuitif. Ça veut dire, quand je suis sur un logiciel, il faut que j'ai la capacité de pouvoir comprendre le logiciel sans trop avoir recours à un pléthore de tutoriels. C'est vrai aussi que ça dépend de l'expérience utilisateur. Ça dépend du niveau en informatique de chaque utilisateur. C'est aussi une chose qui est claire. Donc, s'il faut 100 tutoriels pour comprendre, on va seulement faire 100 tutoriels. Une autre forme du manuel d'utilisation, il y a la FAQ ou encore la foire aux questions. En anglais, on parle de Frequently Asked Questions. C'est une liste de questions-réponses sur un sujet. Elle peut faire partie de la documentation d'utilisation d'un logiciel aussi. La création d'une foire aux questions permet d'éviter que les mêmes questions soient régulièrement posées. Donc,
ça rassemble toutes les questions dans une page et ça répond à chacune de ces questions-là. Les questions que les utilisateurs se posent certainement ou alors se poseront aussi. Aide en ligne, donc c'est aussi la documentation technique. L'aide en ligne est une forme de documentation d'utilisation, utilisation plutôt, pas technique. L'aide en ligne est une forme de documentation d'utilisation accessible depuis un ordinateur. Il peut s'agir d'une partie de la documentation publiée sur Internet sous un format hypertexte. Quand une section de l'aide en ligne est accessible facilement depuis la fonctionnalité d'un logiciel qu'elle concerne, elle est appelée aide contextuelle ou aide en ligne contextuelle. Les principaux formats d'aide en ligne sont le HTML et le PDF. Microsoft a publié plusieurs formats pour l'aide en ligne des logiciels tournant sur Windows en HLP, CHM ou encore MAMM. Je me souviens des extensions aussi. Un moyen simple et efficace de fournir une aide en ligne consiste à définir des infobulles, c'est-à-dire des tooltips. Elles permettent de décrire succinctement une fonctionnalité par survol au curseur. Donc, c'est aussi un moyen simple et efficace, c'est de fournir une aide en ligne accessible, de définir à partir des infobulles. Voilà. Comme par exemple, quand je me positionne là, voilà, je vois ajuster à la hauteur. Donc, c'est aussi une aide en ligne pour comprendre à quoi sert cette fonctionnalité. Donc, nous arrivons enfin sur les conseils de rédaction. Donc, il y a déjà la structure, ça c'est pour la documentation, que ce soit technique ou d'utilisation. Quelques conseils pour la rédaction d'une documentation. Qu'elle soit technique ou d'utilisation, toute documentation doit absolument être écrite de manière structurée afin de faciliter l'accès à une information précise. Structurer un document bureautique signifie le décomposer en paragraphes suivant une organisation hiérarchique. Utiliser par exemple des styles de titres, une page des matières, des références et ainsi de suite. Donc, il faut structurer un document bureautique. Voilà. Le niveau du langage. Comme dit plus haut, le public visé n'est pas forcément d'expérience informatique. Il faut bannir les explications trop techniques et penser à définir les principaux termes et le jargon utilisé. Une documentation doit être rédigée dans une langue simple pour être comprise de tous, y compris des personnes étrangères apprenant la langue en fait. Donc, nous arrivons au terme de ce chapitre portant sur la documentation. Super, merci encore. Nous allons aussi dire, on va aussi le dire merci à qui? Voilà, nous remercions Djibril pour son aide relative à la mise en page et à la maintenance des outils de rédaction, Win Jérôme pour ses remarques et Jacques pour la relecture orthographique. Donc, nous arrivons donc au thème de la rédaction, de la lecture magistrale sur la documentation, la rédaction de la documentation. On a compris que c'est important. Moi, j'ai retenu personnellement qu'il y a deux types de documentation. La documentation d'utilisation, pour les utilisateurs, bien sûr, qui ne sont pas expérimentés, qui ne connaissent pas trop le logiciel. Il y a aussi la documentation technique. Dans la documentation technique, on recouvre un document qui va décrire l'architecture du logiciel, qui va décrire également, présenter le modèle, le diagramme de classe qui a été utilisé, voilà, qui va également présenter les patterns, s'il y a eu des patterns, des design patterns qui ont été employés pour la création de ce logiciel. La documentation technique également va présenter cela. Elle va également présenter le code source, voilà, le code source qui peut être parfois généré automatiquement avec des outils adéquats en fonction du langage. On a vu par exemple que pour le langage Java, il y a un outil qu'on appelle le JavaDoc. C'est un format, c'est aussi un langage qui, quand il est respecté au sein du code source d'un projet Java, il permettra de générer automatiquement la documentation du code source qui est inclus, qui sera intégré dans la documentation technique. J'ai également retenu qu'il y a la documentation des utilisateurs qui peut prendre plusieurs formes. Ça peut être un document de bureautique, ça peut être une foire aux questions, ça peut être des tutoriels, peut-être des tutoriels textuels, interactifs ou alors vidéo. Et ça peut également prendre la forme d'une aide en ligne avec l'utilisation des infobulles au-dessus des différentes
des différentes fonctionnalités pour orienter en fait l'utilisateur dans comment est-ce que la fonctionnalité, à quoi sert en fait telle fonctionnalité. Donc voilà en grosso modo le chapitre sur la documentation. Et nous comprenons clairement qu'elle vient s'ajouter en fait à la rédaction. Voilà, ici là, normalement ici, rédaction de cahier des charges, normalement, ça doit porter aussi rédaction de la documentation. Voilà, documentation d'un projet de génie logiciel. Donc, méthode d'estimation des coûts, c'est également un aspect que nous allons certainement aborder dans les temps à venir. Donc, nous sommes ici là sur pratiquement la rédaction des cahiers des charges, peut-être, oui. Ou alors la conduite de développement, ouais, peut-être. Donc, voilà en grosso modo, cher ami Jambiste, voilà, cher ami Jambiste, la fin du chapitre 10. Je crois bien que c'est le chapitre 10, n'est-ce pas, dans notre support. Oui. Donc, notre support capitalise en tout 10 chapitres qui vont nous aider à prendre en main, en fait, à avoir une idée claire de tout ce qui tourne autour du génie logiciel, les termes techniques, le vocabulaire, les notions à aborder, les éléments à approfondir plus tard, les éléments à pratiquer aussi. Tout cela est inclus au sein de ces 10 costauds chapitres que notre ami Besquet nous a fournis via le site développer.com. Donc, il sera question de réécouter cela. Chaque apprenant doit réécouter, même en accéléré. C'est important d'écouter aussi en accéléré afin d'avoir une idée sur les différentes thématiques abordées au sein de ce cours que nous allons parcourir pendant 60 heures. Et il sera également question de noter les points difficiles que nous allons approfondir. C'est un point que nous allons peut-être passer dessus sans trop s'attarder dessus. Et naturellement aussi, il faudra fixer un cadre pour les travaux pratiques, c'est-à-dire de décider quel pourra être le projet qui pourra nous conduire dans ce chapitre, dans ce cours en fait. Voilà. Lui par exemple, il a parlé d'un projet, je vais un peu remonter. Donc, il a dit que il a par exemple dit voilà, en complément, un projet écrit en langage C# et utilisant la technologie WinForm, voilà, que vous voyez aussi. WinForm illustre certaines notions d'architecture et de tests présentés dans ce document. Son code source est disponible en ligne. Donc, on voit bien que au besoin, consulter les livres programmation orientée objet en C# et programmation événementielle avec les WinForm pour pouvoir étudier ce projet. Donc, on comprend clairement qu'il faut bien sûr un projet, n'est-ce pas? Donc, il faut un projet qui va se rattacher à ce cours et qui permettra qu'on puisse ensemble, pendant qu'on aborde les concepts théoriques à 30%, on peut également aborder les concepts pratiques et ensuite faire une synthèse pour que la compétence soit développée et gardée sur le long terme. Il ne sera pas seulement question de se remplir de connaissances, il sera également question de se remplir de savoir-faire, pas seulement de savoir, mais aussi de savoir-faire, savoir agir et savoir-être. À la prochaine. May God bless you. Peace.